Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, juste un tout petit mot sur les enregistrements parce qu'il y a eu un petit problème technique la dernière fois. Donc en fait, en ligne, vous avez juste l'enregistrement audio séparé du PowerPoint. Là, j'ai configuré d'une autre façon. Normalement, ça devrait marcher, mais mon micro ne marche plus, donc je suis obligé de m'enregistrer avec mon téléphone. Bon, j'espère que je résoudrai tout ça la semaine prochaine. Mais enfin, quoi qu'il arrive, dans le pire des cas, vous avez toujours au minimum le PowerPoint en ligne. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait le maximum de matériel, mais bon, c'est pas toujours facile. Alors, je reprends là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc, nous avons presque achevé cette analyse des différents plans d'analyse du sens. Enfin, cette partie concernant les plans d'analyse du sens. Alors, je rappelle que nous avions donc parcouru voilà, le niveau des mots lexicaux, des mots grammaticaux, des phrases, des textes, et que sur la question des textes, on avait vu que le rôle du contexte ou de l'intertextualité, alors là, on peut le qualifier différemment pour dire le contexte tout court. On peut dire contexte étroit, pour dire intertextualité, on peut dire contexte large si on veut. En gros, la première dimension contextuelle engage une réflexion sur les rapports entre sémantique et pragmatique. J'y reviendrai. On a vu que la catégorie textuelle, donc est-ce qu'on a affaire à un roman, une poésie, un texte de théâtre, un texte de philosophie, ça joue aussi un rôle pour la compréhension, la structuration interne du texte bien sûr, la question des interprétations. Et puis j'avais parlé de ce qu'un auteur, Christian Doumet, appelle la part de langue irréductible au sens, hein, vous vous souvenez, dans cette citation extraite de ce livre intitulé « Faut-il comprendre la poésie ?» qui donne donc à comprendre un sens restreint qui ne s'appliquerait pas à la poésie, mais dans notre perspective à nous, on peut très bien garder l'idée qu'on comprend la poésie, mais on comprend dans un sens différent de comprendre. Hein. Donc, on avait vu que, par conséquent, les textes peuvent servir à transmettre de l'information, donc ont destination à être compris de cette façon-là, c'est-à-dire on récupère l'information qui est encapsulée dans le texte, mais aussi on peut donc transmettre autre chose que de la pure et simple information, donc une dimension émotionnelle, empathique, etc. Et puis on avait vu aussi que certains textes effectuent cette espèce de prouesse de nous apprendre quelque chose, d'importer dans notre esprit un sens qui n'y était pas précédemment. Hein. Et c'est ce qu'on avait vu avec Merleau-Ponty et Ricoeur. Merleau-Ponty avec la notion de l'opposition entre la parole parlante et la parole parlée. Hein, je vous rappelle, la parole parlante, c'est la parole ordinaire qui ne nous apprend rien de neuf. Et la parole, ça c'est la parole parlée, hein, qui est la parole ordinaire qui ne nous apprend rien de neuf. Tandis que la parole parlante, ça c'est pourquoi parlante, hein, parce que pour Merleau-Ponty, c'est là où on parle vraiment, où on dit quelque chose qui n'est pas juste une activation de choses déjà connues chez l'interlocuteur. Hein. Je ne reviens pas sur la description détaillée de tout cela, mais on avait vu qu'avec Merleau-Ponty, la description de cette innovation sémantique est quand même assez approximative, disons allusive, et chez Ricoeur, on a peut-être la poursuite de cette réflexion avec une analyse plus serrée, hein, qui porte spécifiquement sur les métaphores et le récit, sur les métaphores et le récit, à partir de deux livres qui sont des livres évidemment extrêmement importants dans l'histoire de la pensée, tout au moins en Europe, la métaphore vive, temps et récit. Bon. Où là, la métaphore, c'est évident, la métaphore, c'est un des moyens d'accéder à de l'innovation sémantique, le récit aussi, éventuellement, pour des raisons peut-être là un petit peu différentes, mais on ne va pas entrer dans ce détail. Simplement, l'important, c'est de comprendre, par exemple, voilà, prenons cet exemple de la parole parlante, de la parole parlée. Je suppose, je ne pense pas prendre un grand risque en faisant l'hypothèse qu'avant de venir à ce cours la semaine dernière, vous n'aviez probablement jamais entendu parler de cette opposition entre parole parlante et parole parlée. Donc, ces notions sont des notions qui n'étaient pas dans votre esprit du tout. C'est-à-dire la parole, oui, parlante, oui, mais quand on ajoute parole et parlante et qu'on n'explique rien au sujet de Merleau-Ponty, ça ne nous dit rien. Donc, ce n'est pas une simple combinatoire des mots. Hein. Eh bien, en fait, si mon cours a été efficace, bien, désormais, vous avez dans votre esprit cette opposition entre parole parlante et parole parlée.
qui est donc une idée nouvelle, quelque chose qui peut vous amener à reconfigurer différemment toutes sortes de choses que vous connaissez déjà, mais où sont incluses des notions de compréhension, de texte, de parole, etc. Mais bon, cela implique une reconfiguration. Donc, il va de soi que ça n'est pas juste un... Vous voyez, la différence entre expliquer un mot de vocabulaire. Je veux dire, quand je vous ai expliqué ce que c'est que l'opposition entre parole parlante, parole parlée ou la notion d'innovation sémantique, je n'ai pas fait la même chose que de vous donner la définition d'un mot dans un dictionnaire. Bien d'accord. Il a fallu que je... Alors, évidemment, d'une manière extrêmement résumée. Si vous voulez vraiment comprendre ces notions, il n'y a pas de choix. Il faut lire Ricoeur, il faut lire Merleau-Ponty. Moi, je vous ai fait une espèce de résumé très approximatif, et bon, mais qui donne quand même une idée, je pense, assez... Enfin, qui donne une intuition de ce que ça peut être. Mais en tout cas, on ne s'en sort pas avec une définition dans le dictionnaire ou avec un équivalent paraphrastique, comme c'était le cas dans le cas des mots ou des phrases. Bon. C'est ça la chose importante. Donc, on avait vu qu'il y a différentes façons de comprendre, de comprendre l'idée de comprendre un texte, et que la question du sens du texte est indissociable, pour certains textes tout au moins, de la notion d'interprétation. C'est ce que j'avais vu pour terminer avec cette citation de François Rastier, qui est donc un des linguistes, enfin peut-être en France le linguiste qui a le plus spécifiquement plaidé en faveur d'une linguistique du texte, d'une approche linguistique du texte, avec d'autres personnes, comme Jean-Michel Adam par exemple, ou Mingnaud, dans un sens un peu différent, plutôt tourné du côté du discours. Alors, j'en arrive donc à mon dernier point, que je présente comme ça, un peu comme une espèce de petit ajout, de supplément, de complément, qui est la notion de signification des phonèmes. Alors, évidemment, ça, à part une exception que je vous mentionnerai, ça n'apparaît jamais dans les manuels, quand on fait de la sémantique. Jamais on ne parle de la phonosémantique. Mais si je veux être cohérent avec mon propos, là, je vous ai parlé du sens des mots lexicaux, des mots grammaticaux, des phrases, des textes, mais pourquoi pas le sens des phonèmes? Vous allez me dire, parce que les phonèmes n'ont aucun sens. Ok. Voici une petite anecdote célèbre, enfin tout au moins rendue célèbre, par un linguiste anglais qui s'appelle David Crystal, anglais ou américain, je ne sais plus, qui raconte la petite histoire suivante. Imaginez que vous êtes dans un récit de science-fiction et que vous arrivez vers des populations inconnues, mais vous connaissez le nom des peuples. Et vous avez un peuple, en gros, je résume... un peuple de gentils et un peuple de méchants. Et les deux noms, c'est le peuple des Lamonians et le peuple des Gratacs. Quel est le nom des gentils et quel est le nom des méchants? Il n'y a aucune hésitation, oui? Voilà. Alors les Gratacs et les gentils vont être les Lamonians. Bon, c'est évident, je veux dire, vous demandez ça à n'importe qui. Alors peut-être que pour Gratac, l'exemple n'est pas idéal, parce que y a, même en anglais, il y a attaque qui est évoqué par Gratac. Mais en réalité, d'autres auteurs ont montré que les groupes consonantiques, creux, greux, etc., sont très souvent associés à quelque chose d'agressif, etc., alors que des groupes comme, enfin des phonèmes comme le L, le M, etc., sont beaucoup plus liés à des choses douces. Un autre exemple classique, très très classique, c'est cet exemple où on vous donne cette expérience dans laquelle on vous donne deux formes, une forme très angulaire, irrégulière comme ça, et puis une forme douce, arrondie, et on vous dit voilà deux mots, choisissez quel mot va le mieux avec telle forme, quelle forme, entre Maluma et Taqueté. Bon, je ne vous fais pas un dessin, si j'ose dire. Et ça a été testé dans un très grand nombre de langues, avec Maluma, Taqueté. Ça a été testé beaucoup avec l'opposition, d'ailleurs c'est connu parfois comme ça dans la littérature anglo-saxonne, the Bouba Kiki effect.
À la place de Maluma, on peut dire Booba, et à la place de Takete, on peut dire Kiki, Booba Kiki Effect. Hein. Bon, mais là, c'est Maluma Takete parce que c'est un autre auteur qui a développé ça, mais c'est exactement la même idée. Vous voyez que Maluma évoque des formes rondes, arrondies, alors que Takete évoque quelque chose d'angulaire, de pointu, comme Booba va évoquer quelque chose de rond, comme Kiki va évoquer quelque chose d'angulaire, comme dans une histoire où il y a une petite souris, la petite souris, elle va s'appeler Mimi, elle ne va jamais s'appeler Momo, par exemple. Hein, bon. Donc, c'est l'idée, là, qu'on nomme le symbolisme phonétique, que, au fond, les phonèmes eux-mêmes, les sons de la langue sont intrinsèquement porteurs de signification. Puisque ces mots, Maluma, Takete, Booba, Kiki, n'existent pas hein, dans la langue considérée. C'est l'idée, enfin, c'est ce qu'on appelle des logatomes, ce sont des dispositifs expérimentaux qui sont faits pour tester la réaction de personnes à des sons en évitant tout brouillage avec des mots déjà connus. Hein. C'est pour ça que Grata, qui n'est pas un très très bon exemple, d'un point de vue expérimental, ce serait tout à fait critiquable, parce qu'on pourrait dire que les gens associent Gratac à attaque, et que c'est pour cette raison associative qu'ils associent Gratac à quelque chose de méchant ou d'agressif, mais pas pour la qualité des sons eux-mêmes. Donc vous voyez, ça, du point de vue expérimental, c'est le b.a.-ba, mais les gens qui font des expérimentations sur le symbolisme phonétique font bien attention de proposer au sujet des mots qui n'existent pas. Il faut être sûr que le mot n'existe pas et ne rappelle pas un mot existant dans la langue. Bon, ça veut dire que les sons eux-mêmes peuvent avoir une signification. Alors évidemment, pas une signification précise. Hein. Ce sont des grands vecteurs sémantiques. Le grand, le petit, le gros, le léger, enfin le gros, le mince, le lourd, le léger, l'agressif, le gentil, enfin, des choses comme ça. Mais qui sont quand même du sens. Hein. Je veux dire, c'est pas justement arbitraire dans le sens du cours de linguistique générale de Saussure. Je reviendrai peut-être sur cette notion plus tard. Alors, simplement, pendant très longtemps, on a refusé ce type d'études. On n'a pas vu, ou alors on n'a pas voulu voir. Bon, je vous signale simplement qu'il existe de très grand nombre d'études maintenant depuis les années... Enfin, bon, ça a commencé très tôt, hein, vous voyez, Köhler 29, Sapir 29, 33. Bon, mais les travaux vraiment se sont développés à partir des années 2000. Hein, surtout pas tellement en France, mais dans tous les autres pays du monde, les gens travaillent là-dessus, enfin les linguistes en association avec des psychologues, etc. Alors soit sur des expérimentations de type psycholinguistique comme Booba, Kiki, etc., soit sur des corpus. Hein, des corpus où on analyse les onomatopées, ce qu'on appelle parfois les phonestèmes. Bon, je passe à, si vous êtes inscrit en master l'année prochaine, vous verrez ça peut-être en master. Donc je vous en reparlerai plus tard. Je vous donne juste deux exemples d'études assez représentatives de ce courant. Ça, c'est un article d'un certain Monaghan et ses collègues qui ont travaillé sur des verbes en anglais. Et ils ont, si vous voulez, travaillé avec un système de distance phonologique, hein, donc des sons distants les uns des autres. Par exemple, A, O, c'est relativement proche, mais A, I, c'est lointain. Hein, ce sont des sons très différents. Donc proximité phonologique ou phonétique d'un côté et proximité sémantique de l'autre. Hein. Par exemple, je ne sais pas, camion, voiture, etc., c'est proche, mais camion et maison, c'est lointain. Bon. Donc, ils ont implémenté ces notions de distance sémantique et de distance phonologique dans leur corpus, et ils ont pu montrer que statistiquement, quand les mots sont éloignés phonologiquement, ils sont aussi éloignés sémantiquement. Donc c'est une espèce de preuve un peu générale de cette dimension, de cette association entre son et signification. Un autre exemple, beaucoup plus spectaculaire, qui a fait parler hein, d'un certain Blasi, qui là a été fait à partir d'une base de données de 4000 langues, ou 6000 même, ouais. Une grosse base de données de 6000 langues. Ah non, pardon, de 4000 langues sur les 6000 existantes. Hein. Il y a à peu près 6000 langues dans le monde.
Bon, il en disparaît régulièrement, puis bon, le calcul de savoir ce qui compte pour une langue ou pas est compliqué, mais en gros, on a 6000 langues. Bon, eux, ils ont travaillé sur une base de données qui en contenait, sauf erreur, 4000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À la limite, eux, sont à peine des linguistes. Si, il y a un linguiste dans la bande, là, mais Blasi, lui, il est plus informaticien, à la limite, hein, plus un spécialiste d'intelligence artificielle, d'informatique. Bon, bah, ils ont pris 4000 langues et ils ont pris des notions qui existent à peu près dans toutes les langues. Genre les parties du corps, le chien, enfin certains animaux très courants, etc. Et ils ont fait une analyse statistique sur les phonèmes qu'on trouve dans ces différentes parties du corps. Et ils ont trouvé des régularités. Par exemple, pour donner un exemple tout bête, hein, le nez, il y a toujours une nasale dans le mot qui désigne le nez, hein, comme en français, comme en anglais, en allemand, etc. Bon, bref. Donc, ce sont des tendances statistiques. Hein. Bien sûr, il y a toujours des exceptions possibles. Mais statistiquement, ça a l'air de marcher. Alors, ce qui est amusant, et je vous le signale juste en passant, c'est que la réaction en France à ce type d'études est extrêmement hostile. Hein. Alors, quand le texte de Blasi a paru, alors, ouais, en général, un texte de linguistique comme ça passe inaperçu, mais là, il a été repris dans cette grande revue que vous connaissez sans doute, Nature, et du coup, ça a eu un impact, et même France Culture s'en est mêlée en disant, c'était il y a quelques années, vous voyez, 2016, en disant, voilà, est-ce qu'il y aurait des sons en commun pour certaines notions en linguistique? Ce serait une révolution par rapport à l'arbitraire du signe, hein, au principe de l'arbitraire du signe, que vous avez sans doute appris lorsqu'on vous a enseigné les rudiments du cours de linguistique générale, puisque c'est le premier principe de la linguistique générale, le signe est arbitraire. Hein, cette découverte remettrait en question le concept fondamental de la linguistique, celui d'un lien arbitraire entre le son d'un mot et sa signification. C'est pas tout à fait vrai, hein, parce que ça veut dire qu'il y a des liens, mais pas forcément partout, ni que l'arbitraire est complètement nié. Mais en tout cas, l'arbitraire ne dit pas tout, ne dit pas le tout, n'est pas une propriété absolue, hein, dans les langues. Bref. Donc, ils ont demandé à deux linguistes très connus, hein, de réagir à ça, et les deux linguistes ont refusé cette hypothèse. Hein. Vous avez Calvet qui dit « Il n'y a pas de raison que le son d'un mot nous donne son sens. Hein. Je me méfie de cette volonté américaine de démontrer une origine unique et divine de la langue. » Alors, divine, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun rapport avec ce qui est dit dans l'article, car on est à la limite de l'idéologie et de la science. Non, je veux dire, il y a une étude scientifique très serrée. Calvet, qui fait une critique comme ça, n'analyse même pas l'article en question, ne dit pas quels sont les biais, s'il y a des biais dans l'analyse, s'il y a des erreurs. Non, par principe, c'est pas possible. Hein. Même chose pour Agege, Claude Agege, mes recherches ne vont pas du tout dans ce sens-là. Si vraiment il y avait un lien tout-puissant, alors pourquoi il faut qu'il soit absolument tout-puissant, hein, entre les sonorités et les réalités, la logique poussée à son extrême fait qu'on aurait une seule et même langue. Bon ben non, les gens ne disent pas du tout ça, ils disent qu'il y a des régularités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences entre les langues et qu'il y a d'autres phénomènes qui jouent. Hein. Mais vous voyez, c'est très représentatif de la réaction en France en particulier. Pourquoi? Parce que la France est un lieu, un espace dans lequel le structuralisme, ou le cours de linguistique générale, et puis ensuite le structuralisme, a joué un rôle extrêmement important. Et où on a cette idée, je résume encore une fois très grossièrement, hein, cette idée que le langage, c'est spécifiquement humain. Le langage, c'est l'être humain. Et ça, le langage existe à partir d'une sorte d'arrachement à la nature. Hein. C'est une façon de s'arracher à la nature que de parler. Donc les langues sont complètement détachées du monde naturel. Ce sont des organisations sémiotiques indépendantes du monde naturel. C'était ce qu'avait ce qu'avait développé Saussure comme idée, hein, qui a une espèce de monde spécial, qui est le monde sémiotique, le monde des signes, qui n'a rien à voir ni avec la pensée de l'être humain, ni avec le système cognitif, ni avec la réalité. Il y a une sphère sémiotique autonome. Bon. Et pourquoi cette sphère sémiotique est autonome? Elle est accessible, elle est détachée de la nature. Or, ces expérimentations sur le symbolisme phonétique nous montrent que nous parlons, nous sommes des êtres humains qui parlons avec un corps, et donc avec des contraintes qui sont liées à notre nature corporelle. Donc il y a une dimension naturaliste dans les études sur le symbolisme phonétique qui heurte une certaine conception, si vous voulez, du langage, de la linguistique,
qui a été dominante dans les années 50-60, mais aujourd'hui on en est loin et il faut évidemment quand même passer à autre chose. Bon, donc ces études qui ont été très marginalisées pendant des années se sont énormément développées. On travaille sur les onomatopées, les idéophones. Alors, les onomatopées, hein, vous savez ce que c'est, tic-tac pour le réveil, par exemple. Bon, c'est totalement marginal dans des langues comme les nôtres, mais il y a des langues, comme le turc, le japonais, etc., où il y a des idéophones, c'est-à-dire vraiment une partie du discours spéciale qui est, qu'on appelle aussi les mimétiques, enfin, c'est-à-dire des mots dont on sent vraiment qu'ils imitent et qui sont perçus par les locuteurs comme imitant ce qu'ils désignent. Bon, il y a le symbolisme phonétique de la dimension, de la forme, ce qu'on appelle les phonestèmes. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais ce n'est pas grave. Il y a une petite synthèse dans cet article-là, mais je ne vous l'indique pas pour la lecture, pour ce cours, hein, parce que c'est trop technique. Mais on manque encore d'une description systématique du symbolisme phonétique dans les langues. Par exemple, je veux dire, on ne sait pas, par exemple, dire, voilà, en français, voilà, tous les grands vecteurs de signification qu'on peut produire avec des agencements de sonorité. Et pourtant, ça joue un rôle très important, notamment dans le marketing. Hein, les revues de marketing, il y a beaucoup d'articles sur le symbolisme phonétique dans les revues de marketing parce que très souvent, les marques ont besoin d'inventer des noms pour leurs produits et de préférence d'inventer des noms qui évoquent certaines réalités, certaines choses. Donc, les gens qui font du marketing, évidemment, ils font ça de manière tout à fait intuitive. Hein. C'est rare qu'ils demandent l'appui de linguistes, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'on pourrait leur suggérer des choses. Et un autre exemple aussi, je vous dis ça parce qu'il y a des doctorants qui travaillent là-dessus, dans les livres pour enfants, hein, les contes, etc. Très souvent, les noms de personnages sont très cohérents avec le caractère du personnage. Mais ça, c'est l'intuition de l'auteur qui va faire ça, hein, qui va créer un nom de personnage. Bon, je donnais l'exemple de Mimi tout à l'heure pour la petite souris. Bon, bah voilà, là c'est évident, mais il y a d'autres cas où on peut montrer que très souvent, il y a une cohérence. Oui ? Les études qu'ils ont faites sur le symbolisme phonétique, ils ont fait sur des langues super éloignées ou avec le famille? Parce que si c'est le famille, oui, bien sûr. Non, mais il y a si vous voulez, il y a deux types d'études. Il y a des études un peu translinguistiques qui sont sur la comparaison entre les langues, et puis des études plus fines sur des langues séparées les unes des autres. Des gens qui travaillent que sur l'anglais, que sur le français. Mais on ne retrouve pas, même dans une même famille de langues, vous voyez, par exemple, je ne sais pas, les langues romanes, il y a des différences quand même. Je veux dire qu'on ne peut pas généraliser comme ça, disons, par principe, hein, une valeur phonosymbolique dans une langue comme le français qu'on retrouverait obligatoirement en espagnol. Par exemple, je ne sais pas moi, l'opposition entre le grand et le petit qu'on a, ou entre le proche et le lointain qu'on trouve facilement en français avec le A et le I. Hein. Par exemple, ici, là. Il n'est pas sûr que ce soit exactement le même genre d'opposition qu'on ait dans d'autres langues romanes. Ou peut-être ça va être plutôt le A que le O. Enfin, bon, disons que la différence d'ouverture de la voyelle va être peut-être mobilisée différemment. Bon, voilà, juste quelques exemples hein, de livres qui... Bon, par exemple, moi, comme je travaille là-dessus, j'ai une alerte Google sur Sound Symbolism, donc en anglais, c'est l'équivalent de symbolisme phonétique. Toutes les semaines, je reçois, je ne sais pas, à peu près entre 5 et 10 publications depuis des années. Vous voyez ce que ça fait par an, toutes les semaines. Hein. Donc, c'est devenu extrêmement difficile de se faire un avis, de lire toute la bibliographie sur le symbolisme phonétique seulement. Hein. C'est devenu un sujet énorme, hein, très difficile à maîtriser, et très important parce que, si vous voulez, du point de vue de la philosophie de la cognition, là aussi il y a des gens qui viennent de la philosophie de la cognition et qui travaillent sur ce genre de sujet, parce que, évidemment, c'est intéressant dans la mesure où, d'une part, ce sont des choses très stables, c'est très stable. L'exemple de Bouba Kiki, quelles que soient les langues considérées, vous avez une stabilité. Donc on a l'impression de toucher quelque chose qui est propre à l'être humain. Et c'est quoi qu'on touche qui est propre à l'être humain? Enfin, à l'être humain, peut-être pas que humain d'ailleurs, hein, ça peut être à tout animal, humain ou non humain. Et qu'est-ce qu'on touche exactement? On touche cette idée que nos sensorialités, nos sens, si vous voulez, hein, l'ouïe, la vue, l'odorat, etc., sont toujours interconnectés. En fait, déjà, Merleau-Ponty, il y a bien longtemps, avait
théoriser ça, mais sans le montrer, que nos sens ne sont jamais isolés. Si vous voulez, vous avez une sensation sonore, elle n'est jamais purement sonore. Une sensation sonore, elle est associée à une sensation visuelle, éventuellement même à une sensation tactile, gustative, etc. Donc il y a des sortes de liens, de réseaux entre nos sens qu'on ne perçoit pas, hein, comme ça, mais qui existent. On ne peut pas comprendre la nature humaine en séparant les différentes sensorialités. Elles sont liées, elles s'appellent l'une l'autre. Alors, ce qui est intéressant aussi, du point de vue de la philosophie de la cognition, de ce point de vue-là, c'est que ça montre une espèce de savoir du corps. Parce que ce lien, par exemple, entre Kiki et le angulaire versus Booba et l'arrondi, quand vous demandez aux gens pourquoi ils disent ça, bon, alors, parfois ils disent oui, le son, mais souvent ils ne savent pas, du bon, comme ça, intuitivement. Bon. Donc c'est un savoir du corps qui ne se sait pas comme savoir. Hein, c'est ce que Merleau-Ponty, encore une fois, appelait une connaissance tacite. Hein, il y a des choses qu'on sait, on ne sait pas qu'on les sait, mais on les sait parce que et ces connaissances tacites sont là quasi universelles. Hein. Il y a des cas, enfin des exemples genre, du type Booba Kiki qui sont universels. Il n'y en a pas beaucoup, hein, universels, mais il y en a quand même. Donc c'est quand même des choses extrêmement importantes, intéressantes. Bien. Alors je vais conclure donc sur ce premier chapitre. Donc je ne vais pas répéter à nouveau, mais on va voir, donc on a dans chaque plan d'analyse des problématiques différentes. Hein. Bon, pour les mots lexicaux, il y a toute la problématique de la dénomination et de la catégorie qu'on verra, hein, parce que les mots lexicaux, pourquoi à quoi ils servent exactement? Ils servent au fond à décrire des catégories. Hein, et donc ça présuppose la notion de catégorisation sur laquelle il va falloir qu'on revienne. La notion de dénomination aussi, parce que les mots dans une langue sont un peu des choses qui sont codées et qui donc ne sont pas tout à fait pareilles que des structures non codées comme les phrases, etc. Donc on verra la différence entre dénomination et désignation, la différence entre mots et concepts, hein, et des choses comme ça. Bon. Et puis bien sûr tout ce qui est relation de sens entre les mots, on verra ça dans un instant, hein, les relations polysémie, homonymie, synonymie et toutes ces choses-là qui sont les bases, si vous voulez, les choses très classiques en sémantique lexicale. Pour les mots grammaticaux, ce qui compte, c'est plutôt un sens instructionnel. Là, les mots grammaticaux, les exemples que j'avais donnés, renvoient à des questions comme celle de la référence, de l'anaphore, mais aussi éventuellement à des problèmes pragmatiques dont je parler après. Les phrases, bon, il y a des approches logiques, on a vu hein, la phrase au sens, disons, de la sémantique formelle. La relation entre phrase et proposition, ça, j'aurais pas tellement le temps d'en parler, mais ça c'est plus un problème de syntaxe à proprement parler, mais voilà, à partir du moment où on traite de la sémantique de la phrase, on ne peut pas éviter les problèmes de syntaxe, hein, évidemment. Et puis on avait vu la question de la compositionnalité. Pour les discours ou les textes, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui doivent être étudiées, qui concernent des éléments pragmatiques, hein, sur lesquels je reviendrai aussi, connecteur, implicature, présupposé, et puis donc le lien herméneutique. Et puis on a vu donc qu'il y avait comprendre ou ne pas comprendre des phonèmes ou des sons. Là, la compréhension, si vous voulez, si on revient sur le symbolisme phonétique, qu'est-ce que ça veut dire comprendre un son? C'est comprendre dans un sens encore différent. C'est ce que je qualifiait tout à l'heure d'un savoir du corps, hein, ça c'est une compréhension immédiate, non consciente d'une certaine façon. Alors, donc ça nous permet d'avoir différents plans de la sémantique, hein, phonosémantique pour le dernier chapitre là, sémantique lexicale, grammaticale, phrastique, etc. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une hétérogénéité du sens linguistique, mais ça, je l'ai déjà dit maintes fois. On a toutes sortes de problèmes qui ont une nature différente. On vient de voir avec le symbolisme phonétique que c'est un savoir spontané. Avec les mots lexicaux, on a vu qu'ici, il fallait connaître, on pouvait s'en sortir avec les dictionnaires. Pour les mots grammaticaux, les phrases, les textes. Et puis, le problème de la résolution, donc de la compréhension, quand on le prend sous l'angle, donc quand on prend cette hétérogénéité sous l'angle de la compréhension, on voit bien qu'à chaque fois, dans chaque plan considéré, on a un type de compréhension différent.
hein, une connaissance tacite pour le sens des phonèmes, une compréhension qui passe souvent par le dictionnaire ou par l'image, donc par un équivalent sémantique ou par un équivalent iconique pour le sens des mots lexicaux. Pas de problème vraiment de compréhension pour les mots grammaticaux, mais simplement une application des instructions. Pour le sens des phrases, on a vu qu'il y avait la paraphrase qui donne la solution du sens d'une phrase si c'est possible, et sinon on entre dans une démarche herméneutique. Et puis pour le sens des discours et des textes, c'est plutôt donc la démarche herméneutique, compte tenu du fait qu'il existe différents types de compréhension selon le type de texte, poétique, etc. etc. Oui ? Est-ce qu'il faut voir ça comme une échelle pour la compréhension ou s'il n'y a pas de hiérarchie? Non, il n'y a pas de hiérarchie. Ici, je veux simplement faire apparaître ça, c'est-à-dire est-ce que le mot sens a le même sens dans chacun de ces cas? Ben non. Hein. En fait, je veux dire, on parle de sens à chaque fois, sens des phonèmes, sens des phrases, sens des textes. Mais là, il y a peut-être une illusion, au sens un peu wittgensteinien, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on utilise le même mot à chaque fois que c'est la même réalité. Hein. Vous savez bien, Wittgenstein mettait en garde les gens, disant attention, ne prenez pas, ne vous faites pas piéger par ce genre d'illusion linguistique. Ça n'est pas parce qu'à chaque fois on parle du sens qu'on parle de la même chose. Donc, moi, ce que je défends là, c'est que, non, on ne parle pas de la même chose du tout. Et qu'il y a quelque chose comme une illusion, hein, lorsqu'on dit qu'on fait de la sémantique, qu'on s'intéresse au sens. Parce que c'est extrêmement hétérogène. Hein. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il n'y a pas de sémantique, mais il n'y a que des sémantiques au pluriel. Et pas au sens d'école de sémantique, mais au sens de plan, de conception du sens. Alors, il y a bien sans doute quelque chose de commun, parce que on voit bien que dans la théorie générale des signes, on a besoin d'un pôle signifiant et d'un pôle signifié. Hein, donc d'un pôle qui correspond à la forme, si on veut, et l'autre pôle au contenu. D'accord ? Un signe, il a une apparence matériel, perceptible, etc. Et il renvoie à quelque chose. Mais ce contenu, bon, d'accord, si on s'intéresse au contenu, on s'intéresse au sens, mais c'est une qualification quand même extrêmement générale et extrêmement hétérogène. Alors, je vais donc passer maintenant au chapitre suivant, qui va être consacré. Alors, je viens de dire qu'il n'y a pas de sémantique, mais si, quand même. Hein, il y a des manuels, par exemple, de sémantique. Donc, c'est intéressant d'aller voir quel genre d'image de la sémantique on trouve dans les manuels universitaires. Hein. Alors, voici ce qu'on va examiner dans cette partie-là. On va d'abord je vais d'abord vous présenter le grand précurseur, hein, si on veut, Bréal, tout en vous montrant que, certes, il est l'inventeur du mot sémantique, mais que la sémantique au sens où il l'entendait, au fond, ça n'est pas la sémantique au sens où on l'entend aujourd'hui. Et ensuite, donc, j'analyserai avec vous, décrira quelques manuels français, quelques handbooks, donc des manuels écrits en anglais qui ont une diffusion internationale. Et puis, je conclurai sur des niveaux d'analyse du sens. Et enfin, j'introduirai, alors je ne sais pas si je la mettrai là ou à un autre moment, mais bon, peut-être qu'à ce moment-là, on parlera de cette distinction, à ce moment-là, ou peut-être à un autre moment, peu importe, de cette distinction importante entre sémantique et pragmatique. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, moi je vais plutôt dans ce cours m'attacher à la dimension sémantique, mais il faut quand même à un moment donné, hein, puisque d'ailleurs je l'ai évoqué à plusieurs reprises, il faut quand même à un moment donné situer les frontières un peu, essayer de voir dans le domaine général de la signification, il y a quand même un plan qui correspond plutôt à celui de la pragmatique et un autre plutôt à celui de la sémantique. Alors, donc, premier point, Bréal.
Alors, quelques mots biographiques, rapidement, un prix, là, je les ai pris sur la notice Wikipédia, qui est bien faite. Donc, vous voyez qu'il est né en 32, donc il est mort enfin, il est né en 1832, il est mort en 1915. Donc, il a eu une carrière assez longue, hein, il est mort à 83 ans, ce qui est un bon record pour cette période ancienne. Et donc, c'est quelqu'un qui a commencé à étudier, à faire de la grammaire générale et comparée à partir du sanskrit, hein, à Berlin. Et donc, il s'inscrit dans le courant tout à fait représentatif des études linguistiques à l'époque, de la grammaire comparée des langues indo-européennes. Donc, en gros, c'est le moment où on découvre, enfin, c'est pas tout à fait on découvre à cette période-là, on connaît déjà un peu, mais où on documente les familles de langues, hein, les liens entre les langues romanes, le fait qu'il y a un groupe indo-européen, etc. Alors ensuite, il devient professeur de grammaire comparée à l'école pratique des hautes études et au Collège de France. Et vous voyez, ses élèves, enfin ses disciples, c'est Saussure, Meillet, d'Hermestéter. Bon, vous ne connaissez peut-être pas Meillet, d'Hermestéter. Meillet, j'en reparlerai peut-être rapidement quand on parlera de Gustave Guillaume. Mais voilà, ça a été le professeur de Saussure notamment, hein. Et puis, il a aussi, vous voyez, été inspecteur de l'enseignement supérieur, donc il a aussi joué un rôle dans la définition des programmes scolaires à son époque, des programmes de l'enseignement du français, de la grammaire, etc. Alors, comme on le dit ici, il est surtout connu pour être le fondateur de la sémantique, donc son essai de sémantique apparu en 1897. Bon, mais vous voyez, il a aussi écrit sur la mythologie. Donc, comme je le suggérais tout à l'heure, il est l'auteur d'études sur l'éducation en France, sur la réforme de l'orthographe. Et alors, chose que j'ai découverte en préparant ce cours, hein, c'est l'inventeur du marathon moderne. C'est lui qui, en 1894, suggéra au baron Pierre de Coubertin d'introduire cette épreuve dans les premiers Jeux Olympiques en 1896. Bon, totalement anecdotique, je ne le savais pas du tout, mais bon, voilà, j'ai découvert... Alors, pour vous donner une idée quand même de la largeur de vue de ce genre d'intellectuels de l'époque, hein, ou d'universitaires. Vous voyez, des choses qui sont de la mythologie, hein, étude des origines de la religion zoroastrienne, le mythe d'Oedipe, etc. Puis ensuite de la linguistique, hein, les idées latentes du langage, des choses sur l'enseignement du français, l'instruction publique en France, à nouveau mythologie, dictionnaire étymologique du latin, il fait un dictionnaire étymologique du latin, il travaille sur l'enseignement des langues anciennes, des langues vivantes, des études sur Goethe, sur Homère, enfin bref, vous voyez, quand même un esprit extrêmement impressionnant dans sa diversité de centres d'intérêt. Donc voilà le livre, hein, dans son édition originale, 1897, Essai de sémantique, Science des significations. Science des significations. Alors, voyons un peu plus en détail la façon dont Bréal envisage la sémantique. Alors, je vous donne quelques citations qui sont extraites du tout début du livre, hein, qui présentent un petit peu le propos. Les livres de grammaire comparée se succèdent à l'usage des étudiants, à l'usage du grand public, bon, ça on oublie aujourd'hui, hein. Et cependant, il ne me semble pas que ce qu'on offre soit bien ce qu'il fallait donner. Donc la grammaire comparée, hein, encore une fois, c'est l'histoire qui reconstitue les familles de langues, etc. Pour qui sait l'interroger, le langage est plein de leçons, puisque depuis tant de siècles, l'humanité y dépose les acquisitions de sa vie matérielle et morale. Mais encore faut-il le prendre par le côté où il parle à l'intelligence. Si l'on se borne au changement des voyelles et des consonnes, alors là, il évoque en fait les travaux à l'époque de grammaire historique et comparée. Je ne sais pas si vous faites de l'ancien français, dans vos cursus, certaines ou certains d'entre vous peut-être, hein, où vous travaillez sur l'évolution des consonnes, des voyelles, etc. Bon, c'est ça que découvrait c'est sur ce genre d'indices que s'appuyait à l'époque donc la grammaire historique et comparée, sur le fait que tel phonème en indo-européen va devenir tel autre phonème en latin, en grec, etc. Enfin, bon, je ne vais
passe sur les détails, mais enfin, les changements étaient vus comme des lois mécaniques, hein, les changements phonétiques. C'est ça que pensaient découvrir les gens à l'époque, c'est qu'ils découvraient des lois du langage, mais c'était des lois phonétiques, principalement des lois phonétiques, des sons. Donc, si l'on se borne au changement des voyelles et des consonnes, donc au changement phonétique, on réduit cette étude, l'étude du langage donc, hein, aux proportions d'une branche secondaire de l'acoustique et de la physiologie. Si on se contente d'énumérer les pertes subies par le mécanisme grammatical, alors ça fait allusion au fait que dans l'histoire d'une langue, il y a des structures qui disparaissent et d'autres non. Et il y avait une certaine façon d'écrire les choses pour des auteurs de l'époque qui consistait à dire qu'en gros, les langues, elles dégénèrent. Hein, elles évoluent vers une dégénérescence. Donc l'illusion d'un édifice qui tombe en ruine. Si on se retranche dans de vagues théories sur l'origine du langage, on y ajoute sans grand profit un chapitre de l'histoire des systèmes. Il y a, ce me semble, autre chose à faire. Extraire de la linguistique ce qui en ressort comme aliment pour la réflexion. Et, je ne crains pas de l'ajouter, comme règle pour notre propre langage, puisque chacun de nous collabore pour sa part à l'évolution de la parole humaine. Voilà ce qui mérite d'être mis en lumière, voilà ce que j'ai essayé de faire en ce volume. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant ce début de préface, je ne sais plus si c'est la préface ou le premier chapitre, où, au fond, Bréal tente à montrer il défend l'idée que tout ce qui se fait en linguistique à son époque, c'est quelque chose qui, en fait, ne parle pas à l'intelligence, tout simplement parce que ce sont des mécaniques phonétiques, phonologiques, etc. Et lui, ce qu'il veut, c'est rendre compte du fait que le langage humain, c'est quand même autre chose que juste des lois acoustiques ou phonétiques, etc. C'est que le langage humain joue un rôle dans nos vies, et donc il doit bien y avoir une façon d'étudier le langage qui renvoie à ce que les sujets parlants vivent comme expérience dans les langues. Oui ? Non. Pas, disons que Saussure viendra après. Hein, parole, langage, ça viendra quand même après. Après, oui, après, puisque c'est dans les années, au début du XXe siècle que Saussure donne le cours de linguistique générale. Il faudra encore des années pour sa diffusion. Mais bon, ce que Bréal dit là, on peut le dire aussi encore aujourd'hui pour toutes sortes d'aspects de la linguistique, hein, qui sont parfois... ça me frappe beaucoup qu'il y a parfois des connaissances très très techniques en linguistique qui sont très difficiles à comprendre par le grand public, comme on dit, mais alors que le langage humain joue un rôle dans nos vies qui est considérable, hein, avec cette espèce de balancement très étrange entre des moments où on va dire que le langage, c'est juste des mots, hein. Donc en gros, oui, ce sont des mots, on veut des actes, hein. Par exemple dans le champ politique, on va voir ça. Et puis à d'autres moments, un mot va être, quelqu'un va être cloué au pilori parce qu'il aura prononcé un mot qu'il fallait surtout pas dire. Et on va le condamner pour ça, ou alors, je ne sais pas, toutes les réflexions sur le français inclusif, sur la féminisation, le YEL, tout ce que vous voulez, bon, qui sont un attachement à des petites choses qui sont perçues comme importantes à un moment donné. Donc, vous voyez, on a cette espèce de balancement entre le langage vu comme une espèce de blabla qui sert à rien, qui s'oppose à l'action, et d'un autre côté, une espèce d'importance cardinale du langage, hein. Vous l'avez tous vécu dans un échange tendu avec quelqu'un. Ah, tu as dit tel mot, hein. Tu as dit un mot, et là, ça, je ne vais pas laisser passer pour un mot, d'accord ? Alors qu'à d'autres moments, on parle, et puis on s'en fiche parce que c'est du blabla, etc. Hein. Donc il y a ce contraste, et le linguiste, je pense que c'est un peu ça aussi la perspective de la linguistique théorique, hein, dont je vous avais parlé au tout début. Le linguiste, il doit quand même trouver un moyen, à un moment donné, de rendre compte dans ses descriptions du langage. Bon, bien sûr qu'il faut passer par des descriptions parfois très techniques, etc. Mais il faut, à un moment donné, ressortir pour pouvoir faire un lien entre l'expérience du langage
ou des langues vécues par les sujets parlants, et puis la description linguistique. Il faut qu'à un moment donné, ça puisse se rejoindre. Bon, bref, en tout cas, là, Bréal le dit pour introduire donc quelque chose d'autre que simplement des descriptions techniques relevant de la phonétique ou de la phonologie. Donc je poursuis, laissant de côté les changements de phonétique qui sont du ressort de la grammaire physiologique, j'étudie les causes intellectuelles qui ont présidé à la transformation de nos langues. Donc, vous remarquerez qu'on reste dans une perspective évolutive. Faire de la linguistique à l'époque, donc il n'y a pas encore, pour revenir un peu à la question que vous posiez tout à l'heure, on est dans une période avant que la distinction entre la synchronie et la diachronie soit bien clairement posée. Il n'y a de linguistique qu'évolutive. Faire de la linguistique, c'est voir comment évoluent les langues d'un point de vue ou d'un autre. Donc là, c'est comment les langues évoluent pour des causes intellectuelles. Pour mettre de l'ordre dans cette recherche, j'ai rangé les faits sous un certain nombre de lois. Donc vous voyez, il y a aussi l'idée qu'il y a des lois, donc on fait de la science au sujet du langage. C'est juste, on ne fait pas de la poésie, on ne fait pas des essais, on fait de la science au sujet du langage. Mais là, ce sont des lois intellectuelles. Des lois intellectuelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire des lois de la pensée, des lois cognitives en réalité, pour Bréal. Donc, on verra plus loin que ce que j'entends par loi, expression qu'il ne faut pas prendre au sens... On verra plus loin, ce que j'entends par loi, expression qu'il ne faut pas prendre au sens impératif. Évidemment, ça va être une loi, ça va être tendanciel. Ce ne sont pas non plus de ces lois sans exception que ces lois aveugles, comme sont, s'il faut en croire quelques-uns de nos confrères, les lois de la phonétique. Vous voyez qu'il y a un petit ton de règlement de compte aussi, là. Bon. J'ai pris soin, au contraire, de marquer pour chaque loi les limites où elle s'arrête. J'ai montré que l'histoire du langage, à côté de changements poursuivis avec une rare conséquence, présente aussi quantité de tentatives ébauchées et restées à mi-chemin. Quantité de tentatives ébauchées et restées à mi-chemin. Ça, c'est très intéressant. Bon, je ne vais pas développer, mais c'est une idée que, en fait, dans l'histoire d'une langue, il y a des moments où on a l'impression que la langue, bon, je le dis comme si c'était, je l'anthropomorphise un peu, mais essayait quelque chose. Puis finalement, ça ne marche pas, on revient à autre chose, on abandonne, etc. Il y a une sorte d'expérimentation qui se fait par le fait dans les langues, et il y a parfois des pistes qui sont abandonnées, et on l'observe quand on fait de la linguistique historique ou diachronique. Ce serait la première fois dans les choses humaines qu'on trouverait une marche en ligne droite, sans fluctuation ni détour. Les œuvres humaines, au contraire, se montrent à nous comme choses laborieuses, sans cesse traversées soit par les survivances d'un passé qu'il est impossible d'annuler, soit par des entreprises collatérales conçues dans un autre sens, soit même par les effets inattendus des propres tentatives présentes. Donc là, c'est quelque chose qui est souvent dit par les linguistes de l'époque, c'est que, bien sûr, on essaye de faire une science, mais il ne faut pas rêver, ça ne va pas être mathématique, la linguistique, parce que c'est de l'humain, et ça évolue avec des groupes humains qui s'influencent les uns les autres, etc. Bon, donc on va renoncer à la pureté de la logique. Dernière citation, je crois, faire intervenir la volonté dans l'histoire du langage, cela ressemble presque à une hérésie, tant on a pris soin depuis 50 ans de l'en écarter et de l'en bannir, parce que l'idée était que c'était des lois automatiques, donc la volonté du sujet ne jouait aucun rôle. Mais si l'on a eu raison de renoncer aux puérilités de la science d'autrefois, on s'est contenté, en se rejetant à l'extrême opposé, d'une psychologie vraiment trop simple. Donc, ce qu'il appelle les puérilités de la science d'autrefois, c'est l'idée de croire que c'était le sujet qui dominait tout ce qui se produisait au plan linguistique. Mais, dit-il, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, pour le dire familièrement. En se rejetant à l'extrême opposé, d'une psychologie véritablement trop simple. Entre les actes d'une volonté consciente, réfléchie, et le pur phénomène instinctif, entre le pur instinct donc automatique et la volonté consciente, il y a une distance qui laisse place à bien des états intermédiaires, et nos linguistes auraient mal profité des leçons de la philosophie contemporaine s'ils continuaient à nous imposer le choix entre les deux branches de ce dilemme. Or là, je ne pourrais pas vous dire exactement à quoi il fait allusion quand il parle de la philosophie contemporaine, il faudrait regarder. Il faut fermer les yeux à l'évidence pour ne pas voir qu'une volonté obscure mais persévérante préside au changement du langage. Ce qu'il appelle là, évidemment, très intuitivement, une volonté obscure, persévérante, etc., c'est ce qu'aujourd'hui on décrit comme étant des processus cognitifs, en fait, qui sont pas du tout
de l'instinct au sens réactif, mais ce sont des choses des processus qui agissent chez l'être humain, qui dépendent plus ou moins de sa volonté, mais qui ne sont pas purement voilà, réflexes, quoi, disons. Oui, pardon. Ça se rapporte ? Oui, c'est ça. Hein, c'est l'idée d'un mentalisme linguistique, cette notion de volonté obscure. Il y a une dimension qu'on dirait à l'époque effectivement mentale plutôt que, ou intellectuelle, vous voyez, plutôt que cognitive, mais traduit dans les termes contemporains, on dirait cognitive. Alors, il y a encore une dernière citation, hein, je croyais que c'était « Comment faut-il se représenter cette volonté ?» Je crois donc cette volonté qui va faire évoluer les langues. Hein, je crois, donc c'est une volonté collective ici en l'occurrence. Je crois qu'il faut se la représenter sous forme de milliers, de millions, de milliards d'essais entrepris en tâtonnant, le plus souvent malheureux, quelquefois suivis d'un quart de succès, d'un demi-succès, et qui, ainsi guidés, ainsi corrigés, ainsi perfectionnés, vinrent à se préciser dans une certaine direction. Le but en matière de langage, c'est d'être compris. L'enfant, pendant des mois, exerce sa langue à proférer des voyelles, à articuler des consonnes. Combien d'avortements avant de parvenir à prononcer clairement une syllabe? Les innovations grammaticales sont de la même sorte, avec cette différence que tout un peuple y collabore. Que de constructions maladroites, incorrectes, obscures, avant de trouver celle qui sera l'expression non pas adéquate, il n'en est point, mais du moins suffisante de la pensée. En ce long travail, il n'y a rien qui ne vienne de la volonté. Alors, là, évidemment, les choses se complexifient un tout petit peu. On voit bien l'idée qu'il y a cette perception de la dimension sociale du langage, que toutes sortes de choses sont produites par des individus, mais produites aussi collectivement. Donc, il y a des sortes de cristallisation. Un exemple tout simple, bon, sur lequel j'anticipe un tout petit peu, mais je reviendrai plus tard sur cette notion, c'est le cas de l'étymologie populaire. Hein. Dans l'étymologie populaire, on a des cas où, au fond, il y a une interprétation qui se stabilise, alors qu'elle est complètement fausse du point de vue linguistique, mais elle est partagée, elle se stabilise, elle reste. Hein. Alors, je ne sais pas moi, prenez le pantalon. Le pantalon, vous savez que le mot pantalon, il vient d'un nom propre. Hein, c'est un personnage de la Commedia dell'arte, Pantalone, bon, c'est un nom propre. Mais en fait, les sujets parlants ont interprété, alors un individu plus un autre, pantalon en entendant long dans pantalon versus court. Et c'est pour ça qu'on a pu inventer pantacourt. Alors que, évidemment, qu'étymologiquement, ça n'a absolument aucun sens. Hein. Mais cette tentative, elle aurait pu être faite par une personne ou deux pour rigoler. Hein. Au lieu de dire j'ai mis mon short, j'ai mis mon pantacourt. Bon. Mais non, pantacourt est entré dans la langue, c'est stabilisé. Pour le meilleur et pour le pire, disons pour le pire, hein, quand même, du point de vue esthétique, mais quand même avec un sens très particulier, qui est, parce qu'un pantacourt, c'est pas un short non plus, c'est pas juste un pantalon qui est court, il est court d'une certaine façon, hein, il a une certaine longueur. Bon, donc il s'est stabilisé dans un certain sens. Vous avez plein d'exemples comme ça, que bikini, hein, un bikini, ça vient aussi d'un nom propre, l'île de Bikini, c'est un nom propre. Bon, mais on a redécomposé le mot en fabriquant par exemple monokini. Alors que kini, ça veut absolument rien dire. Hein. Mais monokini, ça s'est imposé comme un mot dans la langue. Bon, enfin, à mon avis, ça se trouve dans le petit, je vais pas vérifier, mais dans le petit Robert ou dans le petit Larousse. D'accord ? Voilà. Alors après, donc ça c'est collectif. Encore une fois, ça aurait pu être une tentative. Par exemple, il y a des tentatives individuelles pour plaisanter. Quelqu'un, pour parler du naturisme, va dire le vêtement, c'est le zéro-kini. Par exemple, on comprend très bien. Hein, si on a compris monokini, bikini, on comprend zéro-kini. Bon. Mais ça ne s'est pas stabilisé dans la langue. Hein. C'est un essai, bon, voilà, une plaisanterie, mais il n'y a pas, par exemple... ça ne s'est pas installé dans la langue. Donc il y a des tentatives comme ça, dont certaines se stabilisent, s'installent. Bon, là je donne juste un exemple lexical, mais il y a aussi des exemples comme ça de type grammatical. Voilà donc pour les déclarations.
général. La fin du passage, donc en fait, j'avais oublié que je pense que je vous ai mis à peu près toute l'introduction. La conclusion de l'introduction, c'est donc l'introduction du mot sémantique. Donc, telle est l'étude à laquelle je convie tous les lecteurs. Il ne faut pas s'attendre à y trouver des faits de nature bien compliqués. Hein, bon, c'est quand même assez compliqué ce qu'il raconte, mais enfin, comme partout où l'esprit populaire est en jeu, donc vous voyez, c'est pas pour rien que je vous parlais de l'étymologie populaire, on est au contraire surpris de la simplicité des moyens, simplicité qui contraste avec l'étendue et l'importance des effets obtenus. Donc des moyens simples, mais qui ont des conséquences très grandes. J'ai pris à dessein mes exemples dans les langues les plus généralement connues. Voilà, on peut en augmenter le nombre. Les lois que j'ai essayé d'indiquer étant plutôt d'ordre psychologique, je ne doute pas qu'elles ne se vérifient hors de la famille indo-européenne. Donc là, c'est un peu une anticipation. Mais c'est ce que j'ai voulu faire, c'est tracer quelques grandes lignes, marquer quelques divisions et comme un plan provisoire sur un domaine non encore exploité qui réclame le travail combiné de plusieurs générations de linguistes. Je prie donc le lecteur de regarder ce livre comme une simple introduction à la science que j'ai proposé d'appeler la sémantique. Et vous avez une note en bas de page, hein, bon, c'est difficilement lisible là dans la diapositive, sémantique, technon, la science des significations, du verbe sémaion, signifier par opposition à la phonétique, science des sons. Donc, vous voyez, c'est par analogie, hein, à phonétique, on a fabriqué sémantique, science de la signification par opposition à science des sons. Bien, alors, nous allons reprendre, donc toujours au sujet de Bréal, en regardant d'une manière plus concrète quels sont les genres de lois hein, on ne va pas évidemment entrer dans le détail du livre, mais je vais vous donner quand même quelques exemples de lois qu'il donne. Donc, je récapitule là d'abord simplement en disant qu'il introduit le terme de sémantique, qu'il a une perspective, on l'a vu, évolutionniste, que cette dimension dans laquelle il s'inscrit, cette approche dans laquelle il s'inscrit, c'est une approche disons, de précurseur de la linguistique cognitive. On remarque aussi quand même que la sémantique apparaît très tardivement hein, par rapport à la phonétique ou la phonologie. Et puis, voici donc des exemples de lois qui, dit-il, ont leur siège dans notre intelligence, c'est-à-dire se situent, enfin, disons, mettent en œuvre notre intelligence. Alors, loi de polysémie, loi de répartition. Alors, loi de répartition, nous appelons répartition l'ordre intentionnel par suite duquel des mots qui devraient être synonymes et qui l'étaient en effet ont pris cependant des sens différents et ne peuvent plus s'employer l'un pour l'autre. Alors, l'idée, vous voyez, je sais pas, je vais vous donner un exemple dans un instant, mais c'est l'idée qu'on a des mots synonymes qui ensuite se spécialisent. Quand on a des synonymes, ils ont tendance à s'écarter et à se spécialiser. Alors, par exemple, il donne, donc c'est un exemple de Bréal, bien sûr, hein, page 31. Gilles Hieron, qui est un linguiste de l'époque, hein, décrit les effets produits par l'invasion du français dans un patois de la Suisse. À mesure qu'un mot français est adopté, le vocable patois refoulé et abaissé devient vulgaire et trivial. Autrefois, la chambre s'appelait paillé. Donc, le mot pour désigner la chambre dans cette région de Suisse, c'était le mot paillé. Et puis, l'influence du français a fait que le mot chambre est entré dans le village et dit-il, entré au village, et du coup, paillé désigne un galta. Donc, alors, un galta, c'est un mot ancien pour dire un lit, un vieux lit, un lit de mauvaise qualité, etc. Donc, on a donc cet exemple, hein, l'influence du français a fait que deux mots qui pouvaient être synonymes, pailleté et lit, en fait se sont spécialisés. On a gardé le mot patois pour désigner un lit de mauvaise qualité et un lit normal, si je peux dire, se nomme donc lit. Chambre, pardon, c'est pas lit, c'est chambre. Hein. Chambre, donc galta, c'est une chambre, disons, négligée, pauvres, etc. En Bretagne, donc un autre exemple, dit Albert Rousselot, les jardins s'appelaient autrefois des courtis. Courtis, courtil. Maintenant que l'on connaît le mot jardin, une nuance de dédain s'est attachée à l'appellation rustique, peu importe que les deux termes soient de même origine. Donc là, on a, bon, apparemment, je ne suis pas allé vérifier la même origine pour courtis et jardin, et puis donc il y a une spécialisation. Hein, les deux mots sont synonymes et ils se spécialisent.
Voilà, c'est un exemple de loi. Hein, la loi de polysémie, c'est lié bien sûr à la notion de polysémie qu'on verra plus tard, mais c'est simplement pour illustrer un peu concrètement le genre de phénomène général que Bréal décrit dans ce livre de sémantique. Alors, pour conclure sur ce sujet, je vous donne cet extrait emprunté à un manuel intéressant, enfin manuel, c'est pas vraiment un manuel, mais c'est un petit livre de présentation de la sémantique qui est très bien fait, qui est, bon, maintenant peut-être un petit peu ancien, mais qui reste tout à fait intéressant. Le Que sais-je d'Irène Tamba sur la sémantique, et qui dit la chose suivante. On attribue en effet canoniquement à Michel Bréal la paternité du mot sémantique et de la nouvelle science des significations qu'il inaugure sous ce nom dans un article de 1883, puis qu'il développe dans son essai de sémantique paru en 1897. Bon, moi je vous ai fait un raccourci, on est allé directement au livre, mais il y a eu un article quelques années avant. L'idée directrice en est que, elle cite, les mots, forme et sens mènent une existence qui leur est propre et qu'il appartient à la linguistique comparée d'établir les lois de l'évolution des significations des mots, tout comme elle a établi les lois de leur évolution phonétique. Bon, alors, donc ça, c'est voilà, la synthèse. Maintenant, son point de vue, disons, critique. Hein. Cependant, cette datation précise, donc datation de l'origine de la sémantique, est en partie illusoire, car ce que les linguistes appellent aujourd'hui sémantique n'a plus grand-chose à voir avec la science des significations fondée par Bréal, même si le nom est resté, comme le montrait déjà l'histoire de la sémantique que nous avions esquissée lors de la première édition de ce petit livre sur la sémantique en 88. 15 ans plus tard, le renouveau partiel des sciences du langage ne fait qu'accentuer le statut toujours controversé du sens dans les différentes approches théoriques. Donc, ce que indique Tamba, c'est que, certes, le mot sémantique apparaît avec Bréal, mais la sémantique aujourd'hui, en particulier, si vous voulez, ce qui est le plus frappant peut-être, c'est cette idée que Bréal avait d'expliquer l'évolution des langues, hein, et de tracer donc l'évolution des langues à partir de l'évolution des significations. Cette dimension évolutive là n'est plus du tout caractéristique de la sémantique. Hein. La sémantique, il y a bien sûr une sémantique diachronique, hein, mais c'est une sous-partie de la sémantique, si vous voulez, qui est spécifique. Mais la sémantique en général ne peut absolument pas être décrite avec cette perspective, disons, évolutive, diachronique que développait Bréal. Bon. Donc il reste le mot, la notion de sémantique telle qu'elle est comprise aujourd'hui est peut-être un peu plus tardive, mais surtout, vous voyez, elle donne là un commentaire sur en fait la deuxième édition de son livre. Hein. Elle l'a fait d'abord en 88 et ensuite deuxième édition en 90. Bon, elle dit 15 ans plus tard. Oui, bon, il y a un petit délai entre le moment de la parution et le moment de l'écriture, mais elle indique bien qu'on reste un peu incertain sur ce que c'est au fond que la sémantique, hein, le statut toujours controversé du sens dans les différentes approches théoriques. On sent bien qu'on a, avec le sens et l'étude du sens, affaire à quelque chose qui est insaisissable un peu, enfin qui a quelque chose de difficile à saisir et donc qui va nécessairement susciter des approches qui vont être qualitativement très différentes les unes des autres. Alors, maintenant, regardons quelques manuels français hein, que vous pouvez trouver en librairie, hein, chez Gibert ou ailleurs. Alors, je vous donne d'abord deux exemples que je commente très peu, qui sont récents, relativement récents. Alors, celui-ci est 98, bon, c'est pas hier non plus, mais c'est fait partie des choses les plus récentes. Et je vous le mentionne, alors c'est un très bon manuel, hein, la sémantique de Vincent Niquès, qui est spécialiste français de sémantique. Et je vous le signale, il a cette particularité, et c'est le seul à faire ça, d'avoir une partie dès le début du livre. Hein. Vous avez tous, dans tous les manuels de sémantique, il y a d'abord un chapitre
qu'est-ce que c'est que la sémantique, hein? Donc un chapitre très général sur qu'est-ce que c'est que la signification linguistique, quel est l'objet de la sémantique, etc. Et là, tout de suite, il y a un chapitre sur forme et signification. Donc, vous voyez, le symbolisme phonétique, l'iconicité, la motivation relative, toutes notions qui sont en général pas du tout abordées dans les manuels de sémantique. Donc là, c'est vraiment une très bonne, une très bonne perspective, hein, de la part de cet auteur d'avoir adopté ce point de vue. Là, vous n'avez qu'un tout petit morceau de la table des matières, hein. Vous voyez, ça s'arrête à la page 64, alors que c'est un livre qui est beaucoup plus long que ça. Mais c'était simplement pour vous donner... je ne le commente pas plus que ça, parce que du coup, c'est un manuel un peu spécial. Et puis un autre manuel, mais alors là, très récent, qui donc... qui date, lui, de janvier 2022, donc qui vient de paraître, La sémantique au pluriel. Alors, quand j'ai vu paraître ce livre, je me suis dit, très bien, la sémantique au pluriel, c'est exactement ce que j'explique aux étudiants. Il n'y a pas une sémantique, il y en a plusieurs. Mais là, sémantique au pluriel est pris dans un sens complètement différent. C'est pas du tout l'hétérogénéité de la sémantique au sens où il y a différents plans d'analyse et que la notion de sens change de signification quand on change de plan, hein. C'est simplement l'idée qu'il y a une multiplicité d'approches du sens, hein. Et alors ce livre est vraiment extrêmement intéressant, mais je pense que je l'utiliserai à certains moments. Bon, je n'ai pas encore intégré parce que vous voyez, c'est un livre tout à fait récent, mais en tout cas très fiable, et je vous le conseille vivement si vous vous intéressez à ce sujet. Voyez un petit passage, je crois que c'est la 4e de couverture, ça, la sémantique au pluriel passe en revue les principales théories et méthodes en sémantique linguistique, plus particulièrement dans l'espace francophone. Bon, bien sûr, ce sont des linguistes français qui, principalement, enfin d'ailleurs je crois seulement, qui sont présentés ici, et chaque linguiste a présenté en quelques pages son approche théorique, hein. Chaque contribution rédigée par un chercheur ou une chercheuse reconnue dans le domaine expose les postulats et les principes de l'approche présentée, explicite la méthodologie adoptée, définit les concepts mis en œuvre et donne des exemples d'analyse devant permettre de comprendre la démarche et son caractère opératoire dans les études empiriques. Il s'agit aussi d'en esquisser les limites et d'en signaler les limites, et d'esquisser les perspectives d'évolution. L'ensemble donne une vue générale et synthétique de la sémantique dans sa pluralité et constitue un ouvrage de référence, etc. Bon. Donc il contribue, il entend par ailleurs participer à une réflexion fondamentale sur les questions de la signification et du sens. Alors, oui, hein, c'est vraiment, vous voyez, pour avoir un aperçu des chapitres, vous avez chaque chapitre, je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement, mais doit faire une petite vingtaine de pages. Et vous avez, hormis l'introduction, hein, pour une sémantique plurielle, faite par les auteurs, Amir Biglari et Dominique Ducard, eh bien, des auteurs qui chacun apportent une perspective spéciale en sémantique, la sémantique argumentative pour Anscombre, la théorie des blocs sémantiques de Marion Carrel, la sémantique des points de vue de Racah, sémantique des possibles argumentatifs de Galatanou. Alors Bert Peter, ça c'est peut-être celui qui est le moins français, mais tous les autres le sont. C'est métalangue sémantique naturelle, Gilles Coll, sémantique instructionnelle, Jean-Michel Fortis, sémantique cognitive, Vincent Niquès, donc on a vu tout à l'heure, sémantique médiationniste, sémantique référentielle. Vous voyez, toutes ces qualifications de la sémantique, donc... Bon, très bien, hein, je veux dire, mais si en un semestre vous voulez avoir une idée de ce que c'est que la sémantique en général, là évidemment ça vous donne une multiplicité de pistes, toutes intéressantes, mais pour lesquelles on aura du mal au fond à trouver peut-être un point commun et comment faire de la sémantique aujourd'hui. Imaginons que l'un ou l'une d'entre vous souhaite faire un master en sciences du langage l'année prochaine et puis faire un mémoire en sémantique. Bon, bah oui, tiens, je ferais bien un mémoire en sémantique. Oui, mais alors quoi, en sémantique morphodynamique, formelle? Le catalogue est absolument monstrueux. Et pourquoi telle approche, pourquoi telle autre? Bon, alors évidemment, ce serait passionnant, mais il faudrait plus d'un semestre, hein, pour pouvoir commenter toutes ces écoles, hein. Ce serait extrêmement intéressant. On n'a pas le temps, malheureusement. Donc, je vous invite, hein, si vous avez la curiosité, à aller lire ce livre qui est abordable, hein, malgré tout, qui est vraiment fait pour les étudiants. Bon, il y a des passages un peu plus compliqués que d'autres, mais c'est quand même globalement abordable. On comprend
chaque notion. Alors, nous, on va se concentrer sur des manuels plus anciens, mais vous allez voir pourquoi j'utilise ces manuels-là, parce qu'en réalité, en dehors de ces deux manuels assez originaux que je viens de présenter, celui de Niques et celui de Ducard et Biglari, qui sont quand même des manuels un peu spéciaux. Les manuels qui sont le plus représentatifs de ce qui s'enseigne en France en sémantique, ce sont les manuels que je vais vous présenter maintenant. Alors, il y a d'abord le manuel de Touratier, qui date de 2010, c'était déjà la 2e édition, qu'on trouve encore en librairie, je crois, et qui se présente de la façon suivante. Donc, vous avez, là, je ne sais plus si j'ai mis l'ensemble, oui, j'ai mis l'ensemble de la table des matières, je pense. Ouais, donc, vous avez, donc, comme toujours, une partie introductive avec des notions générales. Et alors là, vous avez quelque chose de très particulier, enfin de très particulier, c'est pas si particulier que ça, parce qu'on va le trouver un peu partout, un chapitre sémantique structurale. Bon, donc, on voit qu'il y a une orientation théorique apparemment, et on va en dire quelques mots de ce qu'on peut entendre par sémantique structurale. Alors, vous aurez remarqué que dans toute cette liste-là, la sémantique structurale, elle n'y est pas. Donc, encore une de plus. Bon. On va voir pourquoi. Alors, c'est les deux chapitres 2 et 3, la sémantique structurale et fonctionnement et utilisation du CMM, la notion de CMM fait partie de l'approche selon la sémantique structurale. Là, ça, c'est une particularité de ce manuel qui a choisi cette orientation théorique, mais qui la présente comme une espèce de base théorique générale. Mais ensuite, vous avez des choses qu'on va trouver partout, dans tous les manuels de sémantique au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire un chapitre qui va vous parler de ce que c'est que l'homonymie, la synonymie, l'antonymie, la polysémie. Toutes ces notions-là, on va les revoir, mais ce sont des notions de base de la sémantique. Et là, ce manuel, vous voyez, a la particularité de travailler la sémantique du verbe, la sémantique du nom du syntagme nominal, la sémantique de la phrase. Donc, avec la notion de valence, donc ce qui est les compléments du verbe, en quoi il y a une gestion du sens dans les compléments du verbe, comment le sens se construit dans le groupe nominal aussi, dans la phrase, etc. Bien. Alors, intéressons-nous d'abord à la question de la linguistique structurale. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la linguistique structurale s'est inspirée de la phonologie structurale, en fait. Alors, la phonologie structurale, ça se présentait sous une forme de tableaux qui sont ici repris à partir donc de ces schémas de phonologie. Vous voyez, ça c'est un tableau phonologique vraiment des origines, dû à Jacobson, Fant et Hall. Et puis là, le même genre de tableau, peut-être un peu plus lisible, où, vous voyez, l'idée était que on décrit les phonèmes à partir d'un ensemble de caractéristiques qu'on appelle les traits, et puis on met un plus quand le trait, par exemple ici, consonantique ou le trait nasal est vérifié, et un moins quand c'est pas vérifié. Donc par exemple ici, vous voyez, le M et le N et le NIE, ici, ces trois-là, ont des plus pour nasal. D'accord ? Voix, ça veut dire voiser. Donc, par exemple, la différence ici entre P et B, vous voyez que le P et le B ont tous la même distribution de plus et de moins, sauf pour voiser. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que tous les phonèmes s'opposent par un trait distinctif au moins. Bien. Alors, on s'est inspiré de cette description de la phonologie structurale pour faire la même chose avec le sens. Encore une fois, en essayant de transposer dans le domaine sémantique quelque chose qui marchait bien du point de vue de la phonologie. Alors, c'est là qu'on aboutit à ce genre de tableau où on a essayé de décrire des éléments sémantiques, donc des mots, chaise, fauteuil, tabouret, canapé, pouf, donc là des noms de sièges, avec des caractéristiques, pour s'asseoir, matériau rigide, pour une personne, sur pied, avec dossier, avec bras. Donc, par exemple, la chaise, bon, bah oui, c'est pour s'asseoir, c'est rigide, c'est pour une personne, c'est sur pied, c'est un dossier, mais ça n'a pas de bras.
C'est ça qui va nous faire la différence avec le fauteuil. Vous voyez, le fauteuil a la même distribution, des plus partout, mais là, des plus vraiment, y compris avec bras. Tabouret, pour s'asseoir, matériau rigide, pour une personne, sur pied. Par contre, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de bras. Canapé, là, ça va être non pas pour une personne. Hein, le trait pour une personne est négatif. Et puis, il peut y avoir ou pas des bras, donc on met 0. Le pouf, pour s'asseoir, matériau rigide, non, c'est plutôt mou. Pour une personne, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de dossier et il n'y a pas de bras. Bon, ça, là, vous avez la même chose, sauf que vous avez siège qui apparaît en plus, qui est le terme générique, hein, le terme général, où on voit que juste ça sert pour s'asseoir et tout le reste, au fond, est neutre, hein, puisque c'est le terme général pour dire les sièges. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au fond, on essaie de décrire le réseau d'opposition entre les mots. C'est une lecture un peu littérale du cours de linguistique générale, la théorie de la valeur, et qui consiste à dire, bon, j'ai un ensemble de mots qui désignent les sièges, en quoi s'opposent-ils les uns aux autres, et j'ai ce genre de description. Alors, il faut faire attention au fait que ces caractéristiques-là sont des caractéristiques qui ne sont pas destinées à être descriptives. C'est-à-dire, certes, ça décrit, mais en fait, le but, c'est, on s'en fiche un peu des caractéristiques-là. Ce qu'on veut, c'est un trait qui soit oppositif. Et d'ailleurs, souvent, ces tableaux sont reproduits, alors qu'en fait, ils comportent une erreur, parce qu'en réalité, là, sur-pied est surnuméraire par rapport à matériaux rigides. Pourquoi? Vous voyez, vous avez exactement les mêmes plus et les mêmes moins. Donc ça ne sert à rien. Il faut soit mettre sur pied, soit matériaux rigides. Ce trait servant à isoler le pouf de tous les autres, hein, qui soit n'a pas de pied, soit est matériau rigide. Mais vous voyez, en fait, quand je fais une description en sémantique structurale d'un certain nombre de lexèmes, enfin de mots lexicaux, j'ai besoin d'un nombre de traits vraiment qui soit minimal. C'est-à-dire, si j'ai si je compte pas pour s'asseoir qui en réalité est valable pour tous, hein, donc je ne le compte pas celui-ci. J'ai besoin de 1, 2, 3, 4 caractéristiques pour opposer 5 mots. Et en fait, c'est une règle générale. Pour opposer n mots, j'ai besoin de n-1 caractéristiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de redondance et que ce soit juste des traits oppositifs. Donc, en fait, on se fiche de savoir si je dis sur pied, si je retiens le trait sur pied ou si je retiens le trait matériau rigide. L'essentiel, c'est que j'ai un critère qui me permet de distinguer le pouf de tous les autres. Hein? Bon. Alors, à partir de là, on a un certain nombre de termes techniques, hein, le sémantème. Donc les sèmes, c'est ça. Les sèmes, c'est matériau rigide pour une personne sur pied, avec bras, etc. C'est l'ensemble. Et donc le sémantème, c'est l'ensemble des sèmes spécifiques. Donc l'ensemble de tous les sèmes qui caractérisent. Bon, le classème, ce que Pottier appelle ce que certains auteurs, dont Bernard Pottier, appellent le classème, ce sont les sèmes génériques. Bon, par exemple, pour s'asseoir, ici, ça c'est le sème générique. Et puis le virtuème, bon, ça c'est un ajout, sont des sèmes virtuels qui apparaissent pas ici, mais on peut considérer que dans fauteuil, il y a l'idée de se reposer, qui est un sème qu'on peut ajouter, mais qui là va être une connotation, par exemple, qui va être propre à quelqu'un, mais qui ne va pas forcément être partagé. Mais peu importe. Bon. Alors ça, donc, c'est la sémantique structurale qui, au fond, a été une des premières tentatives de faire de la sémantique un peu rigoureuse, mais qui a été quand même assez vite abandonnée, hein. On en trouve donc une trace dans ce manuel, mais au fond, ça ne va pas donner beaucoup de choses. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça, hein. On l'enseigne en cours, mais aucun chercheur ne fait de la recherche sur la sémantique structurelle et essaie d'analyser sémantiquement les mots en faisant des tableaux de ce genre avec des plus et des moins. Ça, c'est terminé, hein. Plus personne ne le fait. Et je pense qu'en effet, c'était une impasse, hein. Alors, la suite de la table des matières,
vous voyez, il poursuit, donc dans une perspective assez proche de ce que je vous ai expliqué, hein, avec des découpages un peu différents, mais donc il poursuit sémantique du verbe, du nom, du syntagme nominal, de la phrase, et il continue avec donc la sémantique de l'énoncé du texte. Ensuite, vous avez une partie un petit peu spéciale sur sémantique et informatique, et puis un certain nombre d'encadrés, hein, où vous retrouvez notamment, vous voyez, ce que je vous ai dit sur Paul Ricoeur et la métaphore, hein, puis bon, vous voyez, la métaphore joue un rôle important là-dedans. Vous avez des encadrés sur les notions de sème, de siège, etc., etc. Maintenant, on va comparer à un autre manuel qui est à peu près de la même génération, Mignot et Bellon, qui a une perspective légèrement différente quand même. Alors vous avez comme toujours des parties générales sur ce que c'est que le sens, etc. Et puis ensuite, vous avez description sémantique traditionnelle du mot, le sens dans les dictionnaires. Alors ça, vous voyez, la notion de dictionnaire n'apparaissait pas très explicitement, à part, je crois, dans un encadré oui, voilà, les dictionnaires actuels. Hein. Il y a un encadré sur les dictionnaires, mais ça n'apparaît pas... décidément, je ne vais pas y arriver. Ça n'apparaît pas clairement dans le plan du livre de Touratier. Mais ici, la notion de dictionnaire apparaît comme étant importante au début. Hein. Ce qui n'est pas idiot, puisque la question du sens, évidemment, se règle en partie, on l'a vu déjà, dans le dictionnaire. Ensuite, il y a la question de l'unité du mot, conception classique. Donc, vous retrouvez les notions polysémie, hiérarchie des sens, métaphore, métonymie, synecdoque. Ensuite, homonymie, synonymie. Toutes ces notions, ça, de toute façon, quel que soit le manuel de sémantique que vous allez considérer, il introduira ces notions et il faudra bien sûr qu'on les voie. Ensuite, théorie du sens lexical. Là, il oppose analyse sémique et sémantique du prototype. Alors ça, c'est une originalité. Bon, cela dit, bon... donc il reconnaît bien qu'il existe une analyse sémique, donc la sémantique structurale, mais il l'oppose à une autre perspective, celle du prototype, dont là aussi je vous parlerai plus tard. Les combinatoires, donc c'est tout ce qui concerne l'idiomaticité, c'est-à-dire les expressions toutes faites, les expressions figées. Le sens implicite, là, qui renvoie à des problèmes pragmatiques, donc qui correspond plutôt au sens de l'énoncé dans le manuel précédent. Ça a aussi signifié les actes illocutoires. L'interaction, c'est la même chose. Et puis l'évolution du sens, donc la question de la diachronie. Donc, en gros, quand vous comparez les deux, vous voyez que vous retrouvez la même chose dans les notions fondamentales. Vous avez deux cadres théoriques qui sont un peu distincts, une orientation plus cognitive dans Bellon-Mignot qui se voit, mais surtout dans leur conclusion, mais que je vais vous montrer tout à l'heure, mais qui se voit dès la référence à la sémantique du prototype, et puis sémantique structurale dans Touratier. Les relations de signification qu'on trouve partout, et puis donc les unités, hein, la signification des mots, les structures idiomatiques, les phrases, les énoncés, les textes. Et puis il y a quelques compléments, donc sémantique et diachronie chez Bellon et Mignot, et puis sémantique informatique chez Touratier. Bon, donc ils ont des petites particularités. Il n'y a pas de conclusion tellement problématisée chez Touratier, mais il y en a une chez Bellon et Mignot, vous voyez, qui dit la chose suivante. Le sens ne se réduit pas à un donné, même intériorisé dans le cerveau et stocké dans la mémoire. Il n'existe que grâce à un processus psychologique. Alors évidemment, là, on voit tout de suite une perspective psychologique, donc cognitive. Hein. Il n'existe que grâce à un processus psychologique qui est à chaque fois origine et résultat de l'activité langagière. Ce processus a lieu chaque fois que quelqu'un dit ou rédige un énoncé, mais aussi chaque fois que quelqu'un l'interprète, c'est-à-dire lui attribue un sens, ce qu'on appelle ordinairement comprendre. Hein, vous voyez, donc on retombe à nouveau sur cette idée que c'est la compréhension qui est au cœur de la question du sens. Dans ces conditions, les progrès futurs de la science sémantique sont à coup sûr liés à ceux de la psychologie, plus précisément de la psycholinguistique, même si pour le moment, elles demeurent deux disciplines encore bien distinctes. Bon, je passe sur un certain nombre d'autres notions qui sont développées dans cette introduction que je vous invite à lire.
dans cette conclusion, pardon, que je vous invite à lire. Simplement, vous voyez que dans la perspective qui est celle de Bellon et Mignot, l'idée c'est qu'on va gagner en scientificité en rapprochant la linguistique de la psychologie. C'est à partir de la psychologie cognitive qu'on aura peut-être des chances d'analyser le sens d'une manière plus scientifique. Alors, vous aviez une remarque, une question? Là, c'est Bellon et Mignot, hein, c'est le deuxième. Alors, si on compare les deux, vous voyez, vraiment pour synthétiser, on a les notions liminaires qu'on retrouve dans les deux manuels, on a ensuite tout ce qui est la sémantique des unités, isolées, on a tout ce qui concerne les relations de sens, homonymie, polysémie, etc., en commun. La théorie du sens lexical, l'analyse sémique est analysée dans le chapitre sur la linguistique structurale d'Antouratier. Ensuite, tout ce qui concerne la phrase, l'énoncé, la sémantique du texte est abordé aussi dans les deux manuels. Et puis les particularités, hein, elles sont entourées en rouge ici. Il y a quelque chose autour de la sémantique informatique chez Touratier. Et puis des petites particularités sémantiques du prototype combinatoire évolution du sens chez Bellon-Mignot. Donc, grosso modo, vous voyez, c'est très proche. Hein, ce sont des auteurs très différents, mais qui sont très proches. Alors, pourquoi vous avoir présenté ces manuels? Bon, d'abord parce que le bilan de la comparaison montre que, au fond, on a, bien qu'on ait une réflexion générale sur le sens, qui est toujours introductive. Bon, comme vous l'avez vu chez Bellon et Mignot, il y a quand même une petite conclusion, mais ce qu'on aimerait, c'est que le manuel aboutisse vers quelque chose sur lequel on progresse dans la compréhension de ce que c'est que le sens. Hein. On a vu donc qu'il y avait un certain nombre de points communs, mais au fond, on n'a pas vraiment de prise en compte de la problématique de l'hétérogénéité de la signification. Hein. Ça n'a pas l'air de poser le moindre problème, le fait que le sens ait une dimension complètement différente selon qu'on se situe au niveau du mot, de la phrase, etc. Bon. Et on remarque quand même dans tous les manuels dans ces deux manuels, qu'il y a un privilège au niveau du mot. Hein. C'est quand même le niveau du mot qui est le plus valorisé. Alors, je vais ensuite, mais je pense... je pense que je n'aurai pas le temps aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous dirai deux mots de ce cours de sémantique de Corbelin. Oui, si, on peut le traiter rapidement. Hein. C'est simplement, donc, là, Francis Corbelin, c'est un professeur qui est à la retraite maintenant, mais qui était à la Sorbonne, et qui donc a, vous voyez, fait aussi un manuel de sémantique, cours de sémantique introduction. Mais alors, on a là un manuel d'un type, mais complètement différent, qui n'a rien à voir. D'ailleurs, vous le voyez dès la table des matières. Hein. Bon, certes, on a la notion de base, phrase et proposition, mais alors ensuite, tout le reste, calcul et analyse en proposition, analyse propositionnelle implicature, prédicat et quantificateur, logique des prédicats, absolument rien à voir, mais rien à voir avec les deux autres manuels. Pourquoi ? Parce que c'est un manuel, cette fois-ci, de sémantique formelle. Alors, là, c'est un peu gênant qu'il l'ait appelé cours de sémantique, il aurait dû dire cours de sémantique formelle, c'est un peu ambigu hein, quand même, mais peut-être que Corbelin estime que la sémantique, la vraie sémantique, c'est la sémantique formelle, hein. Je pense que c'est quand même un peu ça l'idée de son choix, ce qui est tout à fait contestable d'ailleurs. Et vous voyez, pour prendre quelques extraits, on retrouve parfaitement ce que je vous ai décrit dans un cours antérieur sur la sémantique frégéenne. Hein. Vous voyez, la signification ne sont pas les mots, la signification ce sont des choses, ou plus exactement un rapport régulier aux choses. Connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment elle monte pour celui qui tient la phrase pour vraie, etc. Donc c'est vraiment la base de la sémantique formelle. Et donc l'analyse, dans ce cas, la perspective est complètement différente. Bon, je ne vais pas développer parce que là aussi, je n'en ai pas le temps.
Pour ceux que ça intéresse en particulier, je me souviens qu'il y a parmi vous quelqu'un qui fait des mathématiques, c'est vous, hein, voilà. Donc, je vous indique un manuel qui est accessible en PDF gratuitement à cette adresse, hein, un manuel de Laurent Roussary, Sémantique formelle, qui est en 2 tomes. Là, je vous ai mis la photo juste du tome 1, Introduction à la grammaire de Montaigu. Eh bien, là, vous avez toute une description de la sémantique formelle qui, au fond, au début, si vous avez fait un peu de logique mathématique, c'est de la logique mathématique, de la logique des prédicats de premier ordre. Bon, ouais. Donc là, c'est une approche de la sémantique complètement différente. On la retrouvera aussi dans les handbooks de sémantique. Alors, pour terminer, voyez pourquoi je vous ai donné ces manuels. J'ai vérifié il y a quelques jours, hein, chez Duno, donc qui est l'éditeur qui a le plus de manuels en sémantique. Hein, c'est le seul qui les a tous. Ben, voyez ce qu'on trouve aujourd'hui, hein, enfin actuellement, il y a quelques jours, sur les livres disponibles en sémantique. Ben, voilà, on trouve celui de Corbelin, celui de Touratier et celui de Bellon et Mignot. D'accord ? Depuis 2010, hein, il n'y a pas eu de nouveaux manuels sémantiques, à part les 2 premiers que je vous ai montrés, hein, celui qui montre les différentes écoles sémantiques, et puis celui de Nicaise qui est très bien aussi, mais c'est la même chose, date n'est pas tout à fait récent. Donc on ne dispose pas, en tout cas en français, d'un manuel de sémantique un peu récent qui présente, disons, un ensemble de notions de base en sémantique. Mais peut-être que c'est un symptôme, hein, du fait qu'aujourd'hui, les chercheurs ou les universitaires ont du mal à faire cela. Et en effet, le choix de Ducard de faire un manuel de sémantique au pluriel avec toutes les écoles de sémantique, c'est une solution tout à fait justifiée et intéressante, mais ça ne nous donne pas, d'un point de vue, si vous voulez, pédagogique, du point de vue de la pédagogie universitaire, une sorte comment dire, de vade-mecum ou d'ensemble de notions de base de la discipline à enseigner à l'université. Hein. Donc là, on a quelque chose qui manque un peu, et les étudiants, au fond, n'ont que des manuels qui datent d'il y a plus de 10 ans. Bon, on dirait... La sémantique, ça ne change pas tous les 10 ans, hein, donc ça reste tout à fait fiable. Pas, les notions d'homonymie, de polysémie, certes, ont progressé, mais elles restent assez proches de ce qui se disait dans les manuels de cette époque. Est-ce qu'il y a vraiment des publications de manuels qui font du coup, je ne sais pas si c'est ce que vous disiez, des avancées, ou c'est vraiment des republications de règles de sémantique qui datent, parce qu'on voit, je ne sais pas si je cherche un manuel de sémantique, je vais avoir un manuel de choix. Au final, en français, vous n'avez pas un choix si grand que ça, hein, en sémantique. Ceux que je vous ai présentés sont à peu près... Il y en a sans doute d'autres, hein, que j'ai oubliés, peut-être chez des éditeurs moins diffusés, mais vous n'avez pas un choix très grand. Et hormis... bon, même Nicaise, là, même s'il a une originalité, il a les chapitres classiques sur homonymie, synonymie, polysémie. Ça, vous allez le trouver dans tous les manuels. Bon, hein. Mais au fond, ce qui nous manque, c'est le croisement entre le manuel de Ducard qui montre la multiplicité des écoles et puis le manuel qui présente synonymie, homonymie, etc. Parce qu'on aimerait bien savoir, du coup, d'accord, un chapitre sur l'homonymie ou sur la polysémie, mais quelles sont les différentes perspectives sur la polysémie. Ou alors, est-ce qu'il y a quand même un accord, même s'il y a des orientations théoriques différentes. Vous voyez, bon, le petit défaut aussi, je trouve, du manuel de Ducard, c'est qu'il met sur le même plan des écoles théoriques qui sont parfois très marginales et d'autres qui sont des grands courants. Hein, donc, bon, il y a une perspective peut-être un petit peu trompeuse à ce niveau-là. Mais enfin, ça n'enlève rien à la qualité du livre. Voilà, eh bien écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.